Registre. Bonjour Florence Riesser, vous êtes Bonjour de Jacques. l'association Bardane et donc vous intervenez sur Sablon, c'est comme ça que j'ai eu connaissance de votre association. Alors on pourrait commencer par ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites à Sablon? Oui, alors Sablon, pour nous, ça a été le territoire pilote d'une démarche qu'on a imaginée au sein de notre équipe Bardane, qui s'appelle les ateliers de la transition. C'est un format d'événement sur plusieurs jours qui a vocation à mobiliser les différents acteurs d'un territoire, donc les élus, les habitants, les associations, les entreprises, pour les faire dialoguer, réfléchir ensemble à leur vision du territoire actuel et puis aux enjeux qui peuvent se dessiner pour l'avenir. Donc là, à Sablon, ça a eu lieu début juillet, les 8 et 9 juillet. Ça a commencé par une conférence introductive sur ce que c'est la transition écologique, quels sont les enjeux qu'on peut avoir à l'échelle d'un territoire, comment les élus peuvent s'en saisir, mais comment ils ne sont peut-être pas les seuls à devoir se saisir de ces enjeux. Donc c'était une conférence participative avec un atelier à la suite le vendredi soir. Et le samedi, on a eu une série d'ateliers pour réunir les différents acteurs de Sablon. Tout d'abord pendant la matinée à l'échelle vraiment de la commune de Sablon. Les associations, les entreprises, les élus de la commune, qu'on a fait réfléchir autour d'un support graphique, une fresque qui s'appelle la fresque de la Renaissance écologique. Donc c'est un grand dessin de 3 mètres de long qui est inspiré d'une œuvre de la Renaissance qui s'appelle Les effets du bon gouvernement, qui se situe à Sienne. Et c'est une vision allégorique d'un territoire qui aurait réussi sa transition. Et on utilise ce support parce qu'il permet une entrée assez simple dans les enjeux et d'aborder tout type d'enjeux et tout type de vision. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien une approche sociale que culturelle, qu'environnementale. Et par le dessin, on arrive à toucher tout le monde. Et donc, dans cet atelier, le matin, on a fait réfléchir les participants à quels étaient pour eux les enjeux les plus prégnants à Sablon en ce moment. Et puis ensuite, on les a fait travailler à des pistes de solutions. Et à qui pourrait porter ces solutions des acteurs privés, des acteurs publics, des bénévoles, des associations, etc. Et on avait vraiment envie de donner la voix à tout le monde. C'est vraiment un dispositif qu'on veut participatif. Donc on a organisé en parallèle un atelier pour les enfants et un atelier pour les adultes. Et on a fait une restitution en commun pour mettre au même niveau la voix des enfants et la voix des adultes. Et pour mettre en lumière aussi le fait que les enfants ont des idées qui sont assez proches de celles des adultes sur ce qui pourrait être fait en termes d'aménagement cyclable, de loisirs, de sécurité pour les piétons, les cyclistes, en termes aussi de réduction des énergies fossiles, etc. Il y a une vraie réflexion de la part des enfants et ça permettait de montrer qu'elles ne devaient pas forcément être mises de côté. Et ensuite, l'après-midi, on a fait un temps de sablon à l'échelle d'un territoire plus large, donc à l'échelle de la communauté de communes, où on a eu la présence de la présidente de la communauté de communes et du vice-président chargé de la transition écologique de la communauté de communes. Et puis on avait l'AGEDEN, donc l'agence du climat du département de l'Isère, qui nous a permis de dialoguer entre les actions en cours portées par la communauté de communes et puis la vision des habitants. Donc on a là fait plutôt un jeu de rôle pour permettre à tout le monde de comprendre les enjeux des différents acteurs du territoire, qu'il s'agisse de la Compagnie nationale du Rhône, des agriculteurs, des élus, des commerçants, etc. Ce qui permettait de déplacer un petit peu le regard et là aussi d'élaborer des pistes de solutions qui pourraient être imaginées collectivement. Et ensuite, tout ce travail qui a été fait pendant toute la journée, on l'a exposé au marché nocturne qui avait lieu à Sablon pour permettre l'appropriation par tout le monde. Donc on a vraiment réuni pendant ces ateliers des personnes aux idées et aux postures ou positions parfois très divergentes. Donc c'était une occasion de les faire dialoguer dans un espace apaisé. Et voilà, et ce qu'on espère, c'est que ce soit juste un premier pas à Sablon et que ça initie une démarche sur du plus long terme de mobilisation des habitants, de partage des enjeux, de construction d'une vision commune. D'accord. Cette fresque de la Renaissance, il y a un copyright dessus ou on peut la trouver facilement?
Alors la fresque de la Renaissance écologique, elle a été développée par Julien Dossier, qui est un professeur à HEC et consultant sur des thématiques de climat, environnement et plus globalement de transition. Il a imaginé le projet, il l'a fait dessiner par Johan Bertrandi, qui est un facilitateur graphique et dessinateur. Du coup, il a les droits d'auteur sur cette fresque, mais elle est portée et diffusée par une association qui s'appelle la Renaissance écologique et qui propose de l'utiliser en, en licence open source, notamment pour des principes pédagogiques. Donc les instituteurs, enfin toutes les démarches éducatives peuvent utiliser la fresque. Et sinon, elle est utilisable à titre gratuit pour un fonctionnement bénévole et avec des droits commerciaux dans le cadre de prestations commerciales. Bon, on mettra le lien alors. Hmm. Alors, voilà pour votre action sur, sur le Sablon. Et d'une manière plus générale, est-ce que vous voulez du coup présenter votre association, Oui, tout ce qu'elle propose? oui, tout à fait. Donc Bardan, c'est une association qui est née début 2020 avec comme volonté et comme ambition d'accompagner les différents acteurs des territoires ruraux dans des dynamiques de transition écologique et sociale, en tentant de contribuer à un monde plus juste, plus agréable à vivre, plus respectueux à la fois des hommes et de la nature, avec un grand H. C'est une association qui s'adresse vraiment à tous les acteurs. On avait cette envie de ne pas s'adresser que aux élus ou que aux associations, mais vraiment de faire un accompagnement général et aussi de permettre l'interconnaissance entre ces acteurs qui ne communiquent pas toujours très bien sur les territoires. Et au-delà de, bien sûr, mettre en exergue les enjeux environnementaux et sociaux actuels, on veut aussi favoriser le faire ensemble par des pratiques d'intelligence collective, de coopération. Donc c'est vraiment ça qu'on nourrit à travers différents retours d'expérience. On agit sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un grand territoire, mais qu'on a quand même restreint à juste cette région, avec des ancrages un peu plus spécifiques en Isère, dans l'Ain, dans le Rhône, en Ardèche et dans la Drôme, et dans l'Allier. Ça fait déjà un grand territoire. On agit donc, on anime des ateliers de sensibilisation aux enjeux écologiques, notamment climat et biodiversité, à une vision plus systémique, donc plus globale des enjeux qui existent et des transversalités qui peuvent exister entre des enjeux écologiques, des enjeux sociaux, des enjeux économiques aussi. On fait de la formation aussi pour les élus, pour les agents des collectivités, pour les associations. Puis on organise des événements de rencontres pour vraiment faire des passerelles aussi, des échanges entre des acteurs qui se parlent finalement assez peu. Et, et voilà, on est encore en phase d'expérimentation puisque l'association reste assez jeune avec une équipe qui grandit. On a la particularité d'avoir des profils très différents dans notre équipe. Moi, j'ai un profil ingénieur environnement, on a des personnes qui viennent du monde de la culture, des ressources humaines, vraiment des gens très différents, ce qui nous permet d'apporter différents ingrédients aussi au territoire. D'accord. Donc, les élus vous contactent, notamment via l'association des maires de l'Isère, je crois, hein, pour ce qui est de votre... Alors, on a organisé des formations à destination des élus de l'Isère via l'association des maires. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait la connaissance du maire de Sablon qui avait participé à une formation l'année dernière. Entendu. Mais ça veut donc dire que les associations aussi peuvent vous appeler pour éventuellement voir comment vous pouvez les aider. Oui, tout à fait. Nous, on s'adapte vraiment aux besoins. On peut faire de la facilitation pour les associations sur un projet particulier. On accompagne aussi plusieurs associations via le dispositif local d'accompagnement, qui est en fait un dispositif de financement par l'État d'un accompagnement sur des problématiques assez spécifiques aux associations, de gouvernance, de retravailler le projet associatif, de développer une nouvelle activité ou de développer un lien spécial au territoire ou aux élus par exemple. Et puis aussi on a des initiatives qu'on développe nous parce qu'on sent un besoin particulier. Donc par exemple on a développé un programme d'accompagnement des tiers-lieux en milieu rural. Donc les tiers-lieux, ce sont ces lieux hybrides où on peut avoir un café associatif, différentes activités, des conférences. Et en général, on expérimente de nouvelles façons de faire. Il y en a plusieurs en Isère.
Et nous, on a développé ce programme pour les aider dans le début, dans le lancement, dans la consolidation de l'idée, à vraiment s'outiller, s'inspirer aussi d'autres tiers-lieux qui existent. Voilà, et ça, c'est un programme, par exemple, qu'on propose à prix libre aux porteurs de projets, qui est financé essentiellement par de la subvention. On a ces différents modèles d'intervention. Je ne l'ai Parfait. pas précisé aussi, mais par exemple sur les ateliers de la transition à Sablon et prochainement peut-être sur d'autres territoires, on a un cofinancement par une fondation aussi qui permet de moins faire peser ce coût sur les collectivités. Entendu. Donc, vous savez comme moi qu'on a dépassé, alors je vais mettre 6 limites, si on voit même 6 limites sur 9. Oui, La question pour moi toujours, c'est la question énergétique, c'est l'arbre qui cache la forêt du reste. On parle toujours de bon, nucléaire, éolien, etc., décarbonation, tout ce qu'on veut. Mais c'est souvent une façon pour des politiques de ne pas parler de ce qu'il y a derrière, ce qui est la biodiversité, ce qui est la qualité de l'eau, donc les techniques agricoles, etc., donc les bois, etc. Est-ce que vous êtes aussi beaucoup sur la transition énergétique ou est-ce que vous avez ouvert votre travail de réflexion auprès des élus sur la totalité du champ? alors nous, on préfère avoir une vision systémique et du coup ouvrir plutôt sur la totalité du champ. On a remarqué qu'il y avait souvent une confusion, c'est-à-dire que nous, on a tendance à parler de transition écologique et par exemple dans les formations qu'on a données, les élus s'attendaient parfois à une formation sur la transition énergétique. Et on a donc commencé par replacer un petit peu la transition énergétique dans un contexte plus large. Après, le climat, effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt, on le dit souvent. Ça reste, à mon sens, une porte d'entrée qui est devenue un peu plus facile pour parler de certains sujets. Donc nous, c'est vrai que, enfin, déjà, c'est une porte d'entrée plus facile et aussi, c'est un sujet qui est quand même encore largement mal compris. Donc nous, on anime assez souvent des fresques du climat pour faire comprendre ce que c'est que le changement climatique, ses causes, ses conséquences, en quoi le système qu'on pratique en ce moment accentue ce changement climatique et comment on pourrait faire autrement. On anime aussi depuis quelques mois la fresque de la biodiversité, donc qui est basée sur ce même principe de vulgarisation par un jeu de cartes en intelligence collective, qui permet de prendre conscience de la complexité de la biodiversité, de pourquoi elle est utile entre guillemets pour nous, comment on agit sur elle, et qui permet aussi de mettre en lumière quelles sont les causes d'érosion de la biodiversité, parmi lesquelles on a notamment la surexploitation des ressources par la surpêche, par le braconnage, etc. Le changement d'utilisation des sols, ce qui peut être par différents facteurs, la déforestation pour l'agriculture, ça peut être aussi l'urbanisation, etc. Et seulement en troisième lieu, le changement climatique. Ce qui met bien aussi en exergue que si on résolvait le problème du changement climatique, on aurait Oui, encore deux causes majeures d'érosion de la biodiversité. oui, Donc nous, on aborde vraiment comme ça. Et puis, on utilise cet outil, la fresque de la Renaissance écologique, qui permet de reconnecter les enjeux entre eux et de vraiment faire des liens de faire des liens aussi sur les plans d'action, c'est-à-dire les actions qu'on peut prendre pour le climat, est-ce qu'elles ont un effet positif ou négatif sur d'autres champs, sur la biodiversité, mais aussi sur l'économie locale, sur l'usage des sols, etc. Et nous, on défend plutôt cette approche systémique, aussi de mêler les enjeux sociaux et environnementaux. oui, Donc, on parle des 9 limites planétaires. Nous, on fait souvent référence aussi à la théorie du donut, qui est du coup une sorte de cap à trouver qui respecte à la fois ces limites planétaires, qui nous permet de vivre sans dépasser des plafonds écologiques, mais aussi en respectant des planchers sociaux. oui, Et donc nous, on aime bien réfléchir à ce cap d'un monde désirable. C'est vraiment ça qu'on fait avec la fresque de la Renaissance. Plutôt que d'être dans une lutte contre ou une écologie punitive, comme on dit parfois, qui dit il faut tout faire pour respecter ses limites, on dit en fait il faut aller vers un monde qui est désirable. Enfin, moi je pense que tout le monde a envie de vivre dans un monde plus apaisé dans les relations sociales, plus vert. Quand on fait cet exercice de projection dans le futur, les gens en général ils souhaitent qu'il y ait moins de bruit artificiel, qu'on entende le chant des oiseaux, les rires des enfants. C'est ça qui projette les gens. oui. Donc voilà, nous on est plutôt là dans une vision globale et un monde désirable. Vous aviez commencé d'ailleurs par ça au début, hein,
vivre mieux. Hein, l'objectif, Mm. c'était pas climatique, c'était d'abord social, entre guillemets. Hein. L'objectif, c'est bien de vivre mieux. Voilà. Oui, c'est ça. Aussi, Et puis de vraiment considérer que la santé, c'est pas juste une absence de maladie, mais c'est de vivre dans un environnement qui nous convient, d'être stimulé, etc. oui. Il y a beaucoup de choses qui entrent là-dedans. Et je pense que c'est un champ que tout le monde peut comprendre, même des personnes qui sont un peu réfractaires à l'écologie quand elle est présentée comme ça. Mais c'est vrai que c'est très, très important parce que comme les nouvelles sont mauvaises, c'est quand même très important de dire, certes, il y a des difficultés, mais on lâche pas l'objectif d'être heureux. Voilà, Oui, on c'est lâche ça. ça. Et puis c'est aussi toute cette mouvance de création de nouveaux récits pour lutter contre le récit dominant en quelque sorte. Mais en tout cas, le problème, il est vaste et enfin, on ne peut pas le résoudre avec seulement quelques petites actions. Il y a un vrai changement majeur de société à opérer et ça, il faut vraiment s'y Oui, mettre. c'est une question sociétale. Elle n'est pas que technique, Mm. hein, elle est aussi sociétale, peut-être même d'abord, effectivement. La question qui tue, c'est parmi les solutions que vous faites émerger ou qui arrivent jusqu'à vous, est-ce que ça atteint son but? Ou est-ce que finalement, c'est des choses qui nous donnent bonne conscience, qui disent on a fait le maximum, ce qu'on pouvait, mais les Chinois, mais les Pakistanais, mais les Américains? Ou est-ce qu'on peut se dire, oui, les actions qu'on trouve, enfin les solutions qu'on veut mettre en œuvre, effectivement, ça correspond à un objectif de limiter l'effondrement de la biodiversité, limiter la pollution des sols et des nappes phréatiques, limiter à 2 tonnes les émissions, etc. Est-ce que cet objectif-là peut être atteint, supposément, par les actions, les solutions qui émergent? Nous, c'est une question qu'on se pose tout le temps au sein de notre équipe sur nos propres actions et sur les actions qui sont menées collectivement. Je pense, enfin, c'est un peu une banalité de le dire, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Il y a vraiment besoin qu'on essaye par tous les moyens de faire changer ce système-là. Euh, Nous, on se pose la question de si nos actions sont assez fortes, euh, enfin, avec assez de moyens pour faire changer les choses. Mais je pense que si on fait changer la société civile par de la sensibilisation, par un changement des récits, si on propose des mises en action, si on montre, enfin si on cultive le pouvoir d'agir aussi des personnes, des structures, si on montre qu'il y a des choses qui peuvent être faites à l'échelle d'un territoire, qu'on n'a pas toujours besoin d'attendre que l'État fasse quelque chose, que l'Europe fasse quelque chose, que l'ONU fasse quelque chose, mais que si on fait les choses à différentes échelles, et ben ça change les choses, ça crée aussi un effet de levier. Si toute la société civile demande quelque chose, au bout d'un moment, les institutions sont obligées de s'y adapter. On voit que c'est en train quand même de changer, on voit une bascule qui est en train d'opérer depuis, enfin, moi je l'ai surtout ressenti cette année avec les étudiants qui ont fait des discours assez forts là, à cette remise des diplômes pour plusieurs écoles. On voit des entreprises qui changent, on voit des entreprises comme Time for the Planet qui grandissent, qui rassemblent, etc. On voit des discours qui changent, des entreprises qui font des grands virages, même les médias aussi, avec le grand tournant de Radio France. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. C'est encore pas assez rapide, c'est encore pas assez collectif, mais j'ai l'impression que c'est en train d'aller dans le bon sens. Et en tout cas, personnellement, j'ai envie d'y croire. Oui. Bon. Alors, moi, je suis pas croyant, hein. Je suis pas pour ça. Je, je demande à voir le résultat. Alors nous, à Mm, l'ortie, on dit faire ici ce qu'on aimerait voir les autres faire ailleurs. Voilà. mm. C'est-à-dire qu'on attend Être pas. le changement qu'on veut voir dans le monde, oui, c'est ça, c'est grandir. Alors, on n'attend pas les Chinois. Ce qu'on a à faire, on le fait. Mm, Et si tout le monde le fait, on a des chances de l'atteindre. Mais en tout cas, on ne trouve pas prétexte de la soi-disant inaction des autres pour ne rien faire. mm, Surtout qu'effectivement, vous citez des associations et des mouvements où il y a, enfin, j'ai le sentiment qu'on est très très en retard sur le territoire en termes d'action mm. collective. Voilà. Oui, il y a ce qu'on appelle, nous on en parle assez régulièrement, le triangle de l'inaction, c'est-à-dire que les élus ou les pouvoirs politiques vont dire que c'est aux entreprises
et aux Ouais. citoyens de faire quelque chose. Les citoyens vont envoyer la faute sur les élus et sur les entreprises, et puis les entreprises sur les deux autres. Et tant que tout le monde rejette la faute sur les autres, personne n'agit. Si tout le monde se met en mouvement, alors globalement, tout change. Voilà, sans attendre les autres. Mm. On avait échangé sur la question de la nomination. Moi, je vous disais, pour rassembler, pour donner du sens aux actions multiples que les gens peuvent avoir dans leur coin et pour pas que ça se perde, il faut nommer le projet avec un top départ, des échéances, des évaluations et une arrivée. Parce que quand on agit sans savoir où on va précisément, alors effectivement, les choses se perdent, pardon. Et donc, moi, je pousse beaucoup les élus à nommer ce projet, leur projet, en disant, voilà, il s'appelle un tel, et aujourd'hui, top départ. Et on verra bien, et on fixe, hein, on écrit à quoi ça doit ressembler à l'arrivée. Est-ce que vous, Bardane, vous avez réfléchi et vous encouragez les élus, les municipalités à nommer les choses? Nous, on réfléchit beaucoup à la convergence des sujets, à la coopération entre différentes structures et à faire ensemble, à se reconnaître dans des valeurs et des actions communes. Donc on est souvent dans des réseaux d'acteurs qui agissent pour les transitions. Donc il y a par exemple la Fabrique des transitions, il peut y avoir différents réseaux. On n'incite pas forcément, en tout cas pour l'instant, à nommer les actions en cours sur des territoires. Moi, j'ai toujours un point de vigilance à la limite entre nommer pour agir et une sorte de greenwashing, de nommer pour montrer qu'on fait des choses et ensuite passer plus de temps à communiquer sur ce qu'on a nommé qu'à réellement agir. Donc je pense que ça, c'est aussi une interrogation qu'on a et enfin, une question qu'on va continuer à se poser qui n'est pas encore tout à fait résolue de D'accord. est-ce qu'on nomme les démarches ou est-ce qu'on attend que tout un tas d'actions soient mises en place pour les valoriser et dire on a fait tout ça et ça appartient à une démarche. J'ai un petit point de vigilance à nommer trop tôt les démarches alors qu'il n'y a pas encore une dynamique Oui. enclenchée. Alors moi, en tant que psychologue, hein, je dis que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il faut nommer le contenant. En nommant le projet, c'est une façon de dire toutes vos actions ont du sens parce qu'elles sont dans ce contenant-là. Et si on ne donne pas un contenant par la nomination, donc le contenant, c'est le départ, l'arrivée avec les échéances, alors on peut s'épuiser à faire des actions multiples dont on ne voit pas la cohérence. Le risque de toutes ces actions, quand elles ne sont pas contenues, c'est de s'épuiser par un sentiment de manque de cohérence, alors qu'elles en ont. Hein. On est bien d'accord hein, que tout ça a de la cohérence. Mais voilà, moi je défends absolument la nomination d'un contenant, parce que s'il n'y a pas de contenant, alors c'est le sentiment d'être face à du vide. Bon, on en Non, moi redébat. je comprends cette démarche et puis on le voit beaucoup dans le monde des tiers-lieux où du coup le mot tiers-lieu a été posé, il soulève beaucoup Oui, de débats sur qu'est-ce qu'on entend par tiers-lieu, mais en même temps il permet de communiquer, de se retrouver, de oui, communiquer localement, de communiquer entre autres. Et il a aussi permis de fédérer ou en tout cas de lancer des appels à projets de l'État afin de flécher aussi des financements, des politiques, des actions. Donc ça a du sens, ça soulève aussi beaucoup de débats, oui, c'est oui, assez mais je comprends. tumultueux par exemple. Oui, Mais c'est vrai que nommer les choses, ça a permis en tout cas un gros démarrage. Après, il y a, oui, dès qu'on nomme, il y a des gens qui rentrent dans cette nomination alors que peut-être ils ne correspondent pas à ce qu'on attendrait. Mais oui, bon, j'aime bien cette réflexion. On n'a pas encore un avis figé, je pense, de notre côté à d'accord. nous. La dernière question, c'était sur le statut qu'on accorde à la population, parce que soit on est dans une démarche où on cherche à rassembler la population pour agir, donc c'est ce qu'on appelle aussi la démocratie participative. Donc là, c'est de mon point de vue, hein, c'est prendre les gens pour des consommateurs en disant qu'on doit les mobiliser, on doit aller les chercher. Et moi, je suis avec Lortie dans une autre démarche qui dit je m'adresse à des citoyens par définition responsables et souverains, c'est-à-dire que c'est à eux à se lever du siège. Je dois simplement créer le dispositif d'élaboration et de collaboration, mais je n'ai pas à aller chercher des gens qui sont mes égaux parce qu'on a exactement le même problème. Ce problème, je n'ai pas à le vendre, hein, il est à tout le monde autant qu'à moi. Voilà. Et du coup, je m'adresse à des gens que je considère être des producteurs de sens. Et donc, du coup, il y a une différence de stratégie là. Soit je crée le dispositif et j'attends que les gens viennent, c'est de leur responsabilité. Soit je vais les chercher et c'est un sacré boulot. Euh, Moi, je pense qu'il faut faire un peu de tout. Nous, on a
cette envie ou cet ADN d'aller vers. Donc on conçoit des dispositifs de mobilisation, de participation, on va chercher les gens où ils sont. On a une association AMI qui dit que la participation, c'est comme faire de l'autostop, il faut être au bon endroit. Si on est en bordure d'autoroute, les gens ne s'arrêteront pas. Si on va les chercher chez eux, alors on a une chance qu'ils participent. Moi, je pense que, en fait, quand on crée des dispositifs de participation sous un format de commission, on a tendance à avoir toujours un petit peu les mêmes profils de personnes et du coup, on met de côté toute une partie des gens dont ce n'est pas le mode d'expression. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de multiplier les manières de participer pour inclure tout le monde. C'est pour ça qu'on va chercher les enfants, c'est pour ça qu'on fait des dispositifs basés sur des images, c'est pour ça qu'on organise des ateliers conviviaux qui changent un petit peu de peut-être des réunions publiques. Pour autant, je pense qu'on a besoin d'un petit peu de tout. Que si on considère que le citoyen est souverain et éclairé, alors il faut aussi lui en donner les moyens, c'est-à-dire que il faut il y a besoin de partager cette culture des enjeux écologiques, des enjeux sociaux. Je pense que pour l'instant, le niveau d'information et d'éducation générale ne permet pas forcément aux citoyens moyens d'être éclairés sur les sujets actuels. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire aussi, pas juste sur la sensibilisation aux limites planétaires ou aux enjeux environnementaux, mais vraiment plus globalement d'encourager ce pouvoir d'agir, d'encourager les gens à se saisir des enjeux en s'informant par eux-mêmes, en s'informant par plein de dispositifs qui existent. Ceci dit, alors un contre-argument, hein, l'ADEME publie à une vague tous les ans sur l'opinion de la population et on voit que la population très majoritairement a conscience des enjeux, qu'elle a très majoritairement très très peur, mais on est obligé de penser que ce n'est pas la connaissance du problème qui fait agir. Ce n'est pas la connaissance du problème, c'est autre chose. Et la difficulté, c'est de trouver quoi, hein. Vous parlez de rendre du pouvoir à la population. Il me semble que alors, la transmission de l'information, c'est obligatoire, c'est un dû hein, dans une société démocratique. On doit cette information sur le réel à la population, mais je pense qu'elle l'a suffisamment. Excusez-moi. Je pense qu'elle l'a suffisamment et que la question psychologique demeure, c'est-à-dire comment se fait-il que même des gens informés ne bougent pas. Je vous rappelle tiens, que les inspecteurs, enfin, les scientifiques du GIEC ne descendent pas dans la rue pour jeter des pierres au président, entre guillemets. Et pourtant, ils ne dorment plus la nuit. D'accord. C'est-à-dire que cette connaissance qu'ils ont et cette peur qu'ils ont de la situation ne les fait pas agir concrètement, j'allais dire, sur le plan social et politique. Il y a tout un ensemble de choses, hein. C'est vrai qu'on parle souvent, notamment sur le climat, d'un processus assez similaire au deuil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce constat, ce déni, puis l'acceptation, un côté un peu dépression, et ensuite remonter en quelque sorte la pente. Quand on dit que les personnes sont informées, oui, elles sont informées, on parle souvent du changement climatique. Est-ce qu'elles sont bien informées? Est-ce qu'elles savent exactement ce que ça veut dire? Moi, je vois que, enfin, souvent quand on présente Bardane, on nous dit ah oui, la transition écologique c'est important, évidemment, on devra tous y passer. Vous devez en ce moment avoir plein d'activités parce que les élus n'ont pas le choix. Donc ça, c'est quand c'est des particuliers, ils nous disent les élus n'ont pas le choix. Et puis quand c'est des élus, ils nous disent bah oui, les citoyens doivent s'en emparer. Enfin, ce fameux triangle de l'inaction. Mais c'est une sorte d'entité. Il y a des gens qui font la transition écologique. C'est une espèce de masse, on va devoir y aller. Mais c'est assez peu clair en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas encore tout à fait cette compréhension du fait que c'est pas justement juste un sujet écologique, c'est que vraiment, et on l'a vu cet été, on va se prendre un mur, et ça, je ne crois pas que ce soit tellement conscientisé. Ça commence à l'être avec l'augmentation du prix de l'énergie. Là, cet hiver, je pense que ça va être fortement conscientisé. Mais la hauteur, l'ampleur des crises, je crois que c'est encore assez peu conscientisé. Et ensuite, et ça, je ne vais pas vous l'apprendre en tant que psychologue, mais il y a un accompagnement qui est nécessaire pour assimiler cette information, l'accepter et passer à l'action collectivement aussi. Bon, moi, en tant que psychologue, je suis très inquiet de l'état de santé de la population parce que les collègues me disent que les gens en parlent, les cabinets sont pleins. Et je considère que c'est une question de santé publique, de parler aux gens,
je considère que les élus devraient rassembler la population pour faire ce que vous faites, hein, c'est-à-dire pour parler aux gens de la situation et dire on s'en occupe, tous ensemble, on va s'en occuper. Laisser les Mm. gens seuls face à cette information devant la télé, c'est mortifère, on est en train de flinguer tout le monde. Et ça ne déclenche pas l'action. Hein, le fait de La prendre... télé, c'est pas fait pour déclencher l'action. Oui, c'est pas fait pour ça. Hein. Voilà. Bon, merci pour cet échange. Une dernière question peut-être sur vos projets dans le trimestre, vos actions. Mm. Eh bien, nous, on continue ces actions de sensibilisation. On organise des fresques du climat, de la biodiversité. On intervient dans le festival Rêve en Vert à Reventin-Vaugry Oui, en octobre, là, auquel je vous invite à participer aussi. Ça va être très intéressant. Euh, on va reprendre les formations aux élus aussi. Nous, on continue nos accompagnements aux associations, aux pôles de coopération avec différents dispositifs. On cherche des territoires aussi d'intervention pour les ateliers de la transition. Donc, c'est aussi un appel. On espère que peut-être sur la communauté de communes Hébert, on aura de nouvelles actions suite aux ateliers de la transition. En tout cas, nous, on a très envie d'intervenir sur les territoires d'Isère oui. et d'ailleurs, hein, des départements voisins, sur différents sujets, des sujets assez transverses d'alimentation, de climat, de biodiversité, voilà, auprès de nos différents publics. Parfait. Écoutez, on mettra le lien vers Bardane à côté de la vidéo. J'espère que les gens iront voir et évidemment qu'on vous reverra souvent. Et j'allais presque dire du coup hélas, hein, parce que on est obligé de se coltiner un sacré problème. Mais bon, j'espère on va trouver les moyens de travailler tous ensemble et j'essaie de vous y employer. Je vous Oui. remercie. Au revoir, Merci Florent. beaucoup pour cet entretien. Au revoir. Au revoir.